Téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous. On est toujours sur notre c'est-à-dire, épisode pour la communauté vietnamienne de Guyane avec docteur Christelle de Debon. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler, c'est-à-dire de l'arrivée des Vietnamiens en juin 1931 à Cayenne et plus précisément au niveau du ban de Bizarré. Apparemment, le ban de Bizarré, était un ban déclaré 5 étoiles. Où il y avait des bagnards qui étaient, c'est-à-dire instruits, qui sont, c'est-à-dire dans les administrations, à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai cette histoire ou? Oui, c'était ce qu'on appelait un dépôt. C'était pour les personnes qui transitaient. C'était pas le bagne le plus lourd ou le plus difficile à gérer. Cayenne, qui était le chef-lieu, Oui. n'a jamais voulu avoir un bagne aussi lourd que celui de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'était un bagne version plus light que Oui. les autres, on va dire, qui était au centre-ville. Oui. Et à l'heure actuelle, c'est les C'est locaux de l'Institut Pasteur. l'Institut Pasteur. Voilà, Oui. c'est ça. D'accord. Donc, finalement, pas mal situé. Oui. Ouais, pas très loin de l'hôpital. Donc, en effet, c'était un bagne de transit, on va dire. D'accord. Et En c'est ce qui s'est attendant, passé. c'est-à-dire de construire, c'est-à-dire des établissements pénitentiaires spéciaux Oui, qui doivent être à titre de 3, un nombre de 3, oui, qu'ils n'étaient pas encore prêts à cause de les lenteurs administratives. oui. Donc, vous voyez, chers spectateurs, les lenteurs administratives, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait un bon moment. Voilà, c'est sur tous les domaines. Là, apparemment, lorsque les Vietnamiens étaient sur place, il y avait un petit malentendu avec les, comment dirais-je, avec des Sénégalais qui sont c'est-à-dire des militaires, Oui. des tirailleurs sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et Alors, pourquoi les Sénégalais, ils étaient là, ici en Guyane? oui, c'est ça qu'on ne Voilà. comprend pas très bien, parce que les tirailleurs sénégalais qui venaient pas tous du Sénégal, on est bien d'accord, mais Oui, qui venaient... c'est de l'Afrique de francophone de l'Ouest. Oui, c'est ça. Voilà. C'était un corps d'élite de Oui. l'armée. On les reconnaît avec leur chéchia rouge. Enfin bon, c'était un peu l'honneur de l'armée française, etc. Alors, qu'est-ce que faisaient ces tirailleurs sénégalais en Guyane? Alors, ils étaient là depuis 1928. La Guyane, en 1928, a été secouée par l'affaire Galmo. Oui. Il y a eu pas mal de... Comment dire, oui, des meutes à Cayenne. Et donc, ils ont été appelés pour rétablir De l'ordre. Voilà. Sauf qu'ils sont restés et que en 1928, c'est aussi le début de la discussion autour de l'ININI, de cette création de l'ININI. L'ININI a d'ailleurs été créé justement parce que l'affaire Galmo avait créé trop de problèmes et donc on se disait qu'il fallait faire un territoire en dehors de la tutelle du Conseil général qui provoquait des problèmes, directement dirigé par Paris. Bon. Donc, ces tirailleurs sénégalais qui étaient finalement là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas les utiliser à autre chose? Et ces hommes-là, sont devenus des gardes-chiourmes, c'est-à-dire des gardiens de bagne, et ils ont assez mal vécu cette façon d'être sous-exploités, on veut dire, pour des militaires. Et d'après ce qu'on peut comprendre, les prisonniers vietnamiens n'ont pas non plus compris pourquoi ils ont été gardés par des personnes venues d'Afrique. Au début, on peut dire qu'il y avait des tensions entre les deux. Certains les Vietnamiens refusaient assez fréquemment d'obéir aux ordres des tirailleurs sénégalais qui les gardaient. Oui. Donc, ça a provoqué certains heurts et les administrateurs, les chefs de camp n'avaient pas toujours le doigté pour lisser tout ça. Certains même, on va dire, amplifier les problèmes entre les deux. Donc voilà, mais je voudrais revenir dessus parce que quand on parle de ça, on dit toujours que les tirailleurs sénégalais étaient extrêmement féroces avec les Anamites, que les Anamites eux-mêmes les tournaient un peu en dérision, etc. Or, il y a eu, et les mémoires de M. Trantouyen le montrent bien, il y a eu des vrais moments de solidarité entre eux aussi. Et ça a existé. Donc, tout n'est pas aussi caricatural que ce qu'on veut bien en dire. Entre-temps, les établissements pénitentiaires étaient en construction. Oui. Alors, quelle année il y avait ce transfert vers Kirikangui au niveau de Forestière? Oui, d'accord. L'évolution de... Très bien. Alors, au départ, il n'y avait que 2 bagnes des Anamites. Kirikangui
a commencé à... Alors, je vais revenir quand même à quelque chose. On était à la Pointe Buzaret, il y a eu une espèce de grève collective le 12 juillet, et là, le gouverneur se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce convoi de personnes excitées et organisées, surtout, hein, c'est ça, c'est l'organisation. Il y avait des gens instruits. Oui, bien sûr, il y avait des instituteurs, des étudiants. Alors, c'était pas, oui, c'était des gens instruits, effectivement. Surtout les politiques. Oui, et parmi les politiques, il y avait beaucoup de francophones aussi. Hein, qui étaient, c'est ça le truc paradoxal, c'est comme il y avait des francophones au bagne, on les utilisait comme interprètes, ces gens-là. On en avait besoin de ces personnes-là. Mais c'était ces personnes-là qui se retournaient le plus facilement contre l'administration coloniale. Donc, c'était difficile à manipuler, en fait. Hein. C'est ça, difficile. C'est comme le lait sur le feu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, le gouverneur s'est dit, ouh là là, mais on va les séparer, là, parce qu'au bout de 12 jours, il y a déjà une grève collective. Ils avaient appris ça à Poulo Condor. Les grèves de la faim, les grèves du travail, c'est vraiment Poulo Condor. Donc, il s'est dit, on va mettre 200 personnes à Saint-Laurent-du-Maroni et 330 autres vont rester à la Pointe Buzaret. Et, disons, donc, finalement, ils sont bien allés à Saint-Laurent-du-Maroni alors qu'ils ne le voulaient pas au départ. Établissement pénitentiaire, voilà. Donc, dans une section un peu séparée de Saint-Laurent-du-Maroni, la section Inini. Au bout du camp de transportation. C'est ça, mais où ils ont quand même établi des relations avec l'administration pénitentiaire, et forcément avec d'autres Indochinois de l'administration pénitentiaire. Mais bien, disons que les personnes restées à Cayenne ont été transférés à Cricangui par convois successifs à partir d'août 1931, et Cricangui a fait le plein de l'effectif en novembre 1931. Il y avait 330 personnes à Cricangui. Quant à la Forestière, c'est en septembre 1931 qu'elle aura 200 hommes. D'accord. C'est le ban des Anamites. Quelle est la différence avec Cricangui? Est-ce que c'est le même endroit ou... C'est le même endroit. C'est le même endroit. C'est l'appellation. Cricangui, c'est l'appellation géographique. Hein. C'est près d'une crique anguille. Voilà. Mais c'est-à-dire ces deux bandes, c'est-à-dire ils étaient faits de façon exprès que ça soit sur le territoire de l'Inini. Oui. Exactement. Qu'il soit pas, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire même la gestion et tout, le conseil départemental ou bien il n'aura pas de droit de regard. Exactement. C'était Paris, le gouverneur, le ministre des colonies. Alors, une fois qu'ils sont arrivés maintenant à terme dans ces établissements pénitentiaires, quels sont les projets, les infrastructures qu'ils doivent préparer? Parce qu'à certains moments, on a entendu parler d'une route qui est parallèle à la route, c'est-à-dire littorale, entre ces deux bagnes. Entre autres, il y avait aussi un projet de chemin de fer. Quels sont maintenant, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, les Vietnamiens sont installés à la fois à l'ouest, ici sur le banc des Anamites. Quels sont les projets qui... Alors, il y a quand même une première phase d'installation, parce que comme on l'a bien vu, rien n'avait été fait au départ. Donc, il a fallu d'abord construire le bagne lui-même. C'est compliqué, ça. Hein. C'était des charpentes métalliques et du bois et des tôles, etc. Donc, plusieurs mois ont été consacrés à l'édification des bagnes eux-mêmes. Aussi, l'idée était que le bagne puisse nourrir le bagne, donc à faire des travaux agricoles, même il y avait du bétail autour de ces deux bagnes. Et je dirais que c'est une fois que la première phase d'installation était passée que, eh bien, ils se sont attelés au projet principal qui était de désenclaver l'Inini. Donc l'idée, vous avez raison, c'était une idée tout à fait grandiose, c'était de tracer une piste entre Cricangui, donc près de Montsinéry, près de Tonnet-Grande, et la Forestière, près d'Apatou. Donc c'est quand même, hein, et via les placères, c'est-à-dire les centres d'orpaillage d'Adievat, Saint-Élie et Polisnard. C'était ça. Et effectivement, l'idée, c'était de rivaliser avec la route coloniale Cayenne-Saint-Laurent-du-Maroni, dont a abondamment parlé Albert Londres, et de faire mieux que l'administration pénitentiaire. C'était ça l'idée. Nous, les EPS, on fera mieux que l'administration pénitentiaire. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est-à-dire cette route, parce que j'imagine une route comme ça, il faut des ingénieurs, pas que de la. Et il faut des machines, et il faut tout ça.
toute une organisation, Bien c'est-à-dire sûr. des bannières, je veux bien, qui sont forts, qui sont des travailleurs et tout, mais il y aura, c'est-à-dire, c'est-à-dire, s'ils commencent à préparer une route avec des mains et tout, à ce moment-là, il y aura des morts, Mais bien sûr. Alors, Alors, il y a plusieurs problèmes qui sont des problèmes d'impréparation. On va parler de la forestière. La Oui. forestière devait faire le tronçon forestière-Polisnar, qui Oui. était 60 km plus bas. Ils ont commencé à faire ces travaux-là à partir de 1933, une D'accord. fois la première phase achevée. Oui. Mais à ce moment-là, très peu de temps après, la route avait été reconnue entre forestières. Le tracé avait été reconnu. Le gouverneur de l'époque était tout à fait en faveur. Mais dès 1934, l'inspecteur des colonies est venu inspecter la route. Et tous les travaux, Linini, et a considéré que la forestière était très mal placée, trop près de l'administration pénitentiaire, trop près de Saint-Jean-du-Maroni, et qu'il fallait créer un autre bagne, cette fois-ci à Sautigre, du côté de Sinnamary. Donc, tous les travaux qui avaient été au départ commencés entre la forestière et Polisnar se sont arrêtés en 1935. D'accord. Donc, tout ça pour rien. Du côté du bagne des Anamites, celui qu'on appelle de Tonnet-Grande, là, c'est à partir aussi de 35, qui était une année clé parce que c'était l'année du tricentenaire, c'est-à-dire les 300 ans du rattachement de la France avec les colonies américaines. Et ils ont fait un tronçon de route autour du camp de Cricangui pour rejoindre Montsinéry-Cayenne. Mais à marche forcée, et là, effectivement, il y a eu des machines, des niveleuses, des tracteurs qui sont arrivés en 1935 autour du camp. Mais on voit, lorsqu'on visite le bagne des Anamites, on voit qu'il y a une voie ferrée. Oui, une petite voie. Oui. C'est ce qu'on appelle une voie de Coville, c'est-à-dire c'est une voie ferrée de travail. Ces petits chemins de fer que, vous voyez, on utilisait par exemple dans les mines. Voilà. Oui. Donc là, effectivement, les personnes, les Anamites, on va dire, de l'EPS de Cricangui, ont construit un débarcadère et ont construit un petit chemin de fer qui fait moins de 5 km, mais qui reste, dont on a des vestiges, jusqu'au camp, qui permettait de transporter des matériaux, en fait. Voilà. D'accord. Et en même temps, il y avait je ne sais pas si c'est en rapport avec le territoire de Linini, c'est-à-dire il y avait un projet d'un train en Guyane. Oui. Alors, est-ce que les Vietnamiens, ils ont participé dans ce projet? Non. Ou bien c'était un projet de l'établissement pénitentiaire? Non, là, à ma connaissance, ils n'ont pas participé à ce projet. Ils ont participé à un autre projet. C'est une piste d'atterrissage un peu plus tard. Là, on se retrouve, c'est le Galion en fait. Ils ont beaucoup participé à la construction de la base relais du Galion, qui était avant celle de Félix Éboué-Rochambeau, voilà, et qui a été construite dans les années 1941. De 41 à 43, je pense, au moment de la guerre, en fait. Donc, ils ont participé à ça, mais de train ou de voie ferrée, pas à ma connaissance. Sur le plan, c'est-à-dire de l'activité agricole et de l'agriculture, est-ce que il y avait un projet pour l'autosuffisance en Guyane? Est-ce que les Vietnamiens ont participé dans ce projet? Est-ce qu'il y avait des fermes, c'est-à-dire où on peut, c'est-à-dire une production agricole qui était un petit peu plus ou moins c'est-à-dire de quantité qui est très importante. Donc, alors, il faut distinguer deux époques. Au moment du bagne, où les bagnes étaient toujours en place, il y a eu deux bagnes qui se sont très bien sortis de la production vivrière. C'était la forestière. La forestière s'est arrêtée en 1935, mais en 1934, il y avait 16 hectares de terres très riches qui produisaient énormément de patates douces, etc. La forestière a très bien réussi. Sautigre, dans le Haut-Sinnamary, a très bien réussi. Ils ne sont jamais arrivés à l'autosuffisance, c'est-à-dire le bagne doit nourrir le bagne, ils ne sont jamais arrivés à ça, mais presque. Par contre, Cricangui, les terres étaient moins fertiles, c'était plus compliqué et périodiquement, les cultures étaient dévorées par les fourmis maniocs. Voilà. Donc, une question, c'est-à-dire ces Vietnamiens qui sont venus en Guyane, est-ce qu'ils étaient
ils étaient des prisonniers. Oui, Est-ce que, c'est-à-dire après, est-ce que leur, comment dirais-je, leur période de prison, c'est-à-dire, la moyenne était combien? Et en même temps, est-ce qu'il y avait des alamites qui étaient libérés, ils sont restés, ou bien ils sont, c'est-à-dire, quel est le devenir de ces personnes? oui, oui, oui. Bon, ils ont privilégié des personnes qui étaient condamnées à plus de 8 ans en travaux forcés parce Oui. qu'ils voulaient, comme je l'expliquais, ils voulaient que ces personnes-là restent en Inini jusqu'à la fin de leur vie. Mais quand même, avec l'avènement du Front populaire et pour plusieurs raisons, le mécanisme des remises de peine, etc., il y a commencé à avoir des libérés dès 1936. Hein, et ces libérés-là ont eu des... Alors, certains rares étaient non seulement libérés, mais amnistiés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient revenir dans leur pays. Ça a été le cas au moment du Front populaire. Mais la plupart d'entre eux étaient libérés, mais devaient rester autour du bagne. Oui. On leur donnait une concession. Oui. C'était ça l'idée de coloniser Oui. Linini. Voilà. Et ils faisaient une espèce d'abattis avec un petit peu d'élevage, un petit peu de culture. Donc, dès 1936, on le voit très clairement, il y a 5 ou 6 concessionnaires autour de Cricanguille. D'accord. Voilà. Bah, sur ce, on va donner rendez-vous à notre spectatrice la semaine prochaine. Et là, on va parler, c'est-à-dire de l'évolution de ces établissements pénitentiaires. Et d'ici là, je vous souhaite bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Christelle. Au revoir. Au revoir.